Bonjour tout le monde. Eh ben, je suis bien installé chez moi. Nous sommes le 22 juin et il est 16 heures. Il fait super beau, une température tout à fait acceptable. Je suis bien. Et là, j'attends l'arrivée de mon petit Robin qui vient auprès de moi pendant les vacances à la mare, entre autres. Donc, je l'attends. Et puis en attendant, je me suis intéressé à un personnage que j'ai l'impression de fréquenter depuis fort longtemps, durant toute ma vie, à vrai dire, dans ma jeunesse. Mes, mes, mes parents m'en parlaient, ils meublaient ma vie dans ma jeunesse, au début du siècle, où il a laissé des traces indélébiles et qui racontaient l'histoire de cette ville où j'ai passé ma jeunesse, qui est Paris. Il s'agit d'un personnage dont vous connaissez le nom, bien évidemment, qui s'appelle Toulouse-Lautrec. Personnage fascinant, auquel je suis très attaché. Cet homme est né dans le Tarn, à Albi, en 1864. Mais il mourra très jeune, en 1901, à 36 ans, en Gironde. Bref, il est issu d'une famille donc du Sud-Ouest, aisée, avec des propriétés, enfin bon, une jeunesse euh, tout à fait convenable. Ses parents, euh, ce qui était un peu la coutume à l'époque, afin que les propriétés, à l'occasion de l'union de mariage, n'éclatent pas, on avait tendance à se marier entre cousins et de suite pour conserver le patrimoine, ce qui a été le cas. Ses deux parents étaient cousins germains et donc ils se sont mariés, ce qui n'a pas empêché que quelques années après ils se sont séparés pour faire leur vie chacun de leur côté. Donc ils ont eu deux garçons, un garçon le premier qui était Toulouse-Lautrec, celui qu'on appelle Toulouse-Lautrec, et le deuxième est mort à 1 an. Donc à la date d'aujourd'hui, il est évident qu'il y a eu un problème de consanguinité. Donc notre ami Toulouse-Lautrec a une jeunesse heureuse, mais dès l'instant où sa croissance a fait jour, on a constaté donc qu'il avait une maladie chronique qui fait que ses membres ne se développaient pas normalement. Donc il avait un torse à peu près normal, mais par contre des membres complètement atrophiés et hors normes. Tant et si bien que lorsqu'il a eu fini sa croissance, il ne mesurait qu'1,59 m. D'autre part, son visage était adipeux, des lèvres et un nez épais, donc on ressentait bien qu'il y avait un problème au niveau héréditaire. Ce qui ne l'a pas empêché de vivre, mais ce qui a contribué à ce qu'il ait un certain goût de s'affirmer, et notamment un peu en choquant son environnement. Il a posé, il a fait des photos, il s'est exhibé sur la plage de Trouville nu.
Et également, il s'est habillé en enfant de chœur avec une barbe, etc. Donc, il y avait bien évidemment un effet sur le public pour qu'on parle de lui, qu'on le remarque. Bien, euh, c'est à noter, pour pallier les manques qu'il pouvait avoir, il a fallu qu'il s'affirme. Et alors, où il a parfaitement réussi, c'est au niveau de la peinture. Donc, il choisit, quand il fait ses études, il échoue à son bac d'ailleurs, au lycée Condorcet. Bon, je crois qu'il a son bac après à Bordeaux, je ne sais où. Ah bref, ça n'a pas une importance. Et là, à ce moment-là, il décide et il annonce à ses parents qu'il voudrait, être artiste. Euh, alors, dans ce que j'ai écouté, il y a quelque chose d'assez invraisemblable. On espérait pouvoir le faire grossir, alors euh, pratiquement tous les jours, on lui infligeait des décharges électriques dans les jambes. Et alors le pire, c'est qu'on le faisait marcher pour allonger ses jambes. On chargeait ses chaussures, les chaussures avec des masses de plomb. Le pauvre, un vrai calvaire. Bon, toujours est-il que euh, et c'est pas ça qui l'a fait grandir. Euh, En plus, il a un autre handicap, c'est qu'il zézaye. Zézayer, c'est oui, ce que je veux dire. Zézayer, effectivement, on rencontre peu souvent des gens qui zézayent, mais c'est quand même un, un problème sérieux. Bon, donc il commence à faire ses artistes de peintre, où il présente des dons. Euh, Et il fréquente au cours de ses études et de rentrer dans ce monde artistique. Il fréquente Van Gogh, il fréquente Bonnard. Bon, ben là, il est à bonne école, ça lui donne certaines idées. Et, et il est conquis, faute de pouvoir jouer sur son physique. Il rencontre des satisfactions parce qu'il se rend compte qu'il a un certain don pour la peinture. Donc il fait partie de ce qu'on appelle les post-impressionnistes, c'est-à-dire le 1890 au début du 20, du 20e, du 21e siècle. Euh, et, et donc il commence, tout en faisant ses études, il commence à faire des illustrations pour les revues, pour les journaux à l'époque, où on remarque la qualité de son coup de crayon. Donc voilà un virage qui est assez intéressant. Ce jeune étudiant en peinture décide, il s'installe à Montmartre. Et ça, je trouve que c'est un élément, on verra par la suite, mais c'est un élément extrêmement important. Il s'imprègne, il s'installe à Montmartre et il choisit d'ailleurs de décrire son environnement, la vie de l'époque, à travers ses tableaux. Et des lieux qu'il fréquente. Donc il devient un peu le, le journaliste, enfin, à travers l'image, alors d'endroits extrêmement qui sont le reflet de la vie parisienne de cette époque-là, le Moulin Rouge, la place du Tertre, la butte Montmartre, le Lapin-Gilles. Je ne sais pas si vous connaissez le Lapin-Gilles, mais enfin, c'était un cabaret que j'ai connu, extrêmement connu. Il fréquente tous les artistes de l'époque, les chanteurs, les poètes, ainsi de suite, Aristide Briand. Et, et quelque chose qui l'a toujours frappé, c'est certainement
que compte tenu de son état physique, il avait des problèmes pour séduire des jeunes femmes. Donc, il s'intéresse, il est très attiré, et il décrit, il peint, et décrit parfaitement bien la prostitution à Paris à cette époque-là. Il décrit les maisons closes, d'ailleurs, qu'il fréquente très régulièrement. C'est un homme qui aime le sexe, et donc il fréquente les maisons closes et les décrit avec un grand soin. Et chose surprenante, c'est que tous les retours que l'on a, c'est qu'il est très respecté par ces jeunes femmes de la nuit, car il en parle ou il en peint, il les peint avec beaucoup de chaleur et de respect, et n'a pas une position critique à leur égard. Donc, il fréquente également toutes les artistes de l'époque. Il est le reflet quand on entend ce qu'il dit, ce qu'il a peint. Des grandes chanteuses, bon, qui vous dites peut-être rien, mais moi ça me dit quelque chose. Jeanne Avril, Yvette Guilbert, donc c'est des choses que j'ai entendues, dont j'ai entendu parler dans ma jeunesse par mes anciens qui par contre en parlaient, parce que la Goulue, la fameuse la Goulue qui dansait au Moulin Rouge, je crois, toutes les danseuses du French Cancan, du Moulin de la Galette, tout ça, il baignait dans cet environnement-là et il était adulé, enfin, mis en valeur par ces jeunes femmes qui, comme je disais, lui étaient reconnaissantes de la manière dont ils portaient leur image avec de la joie d'abord. Il était gai, c'était un homme bien. Bon, alors bien sûr, il fréquente tous les lieux du Paris la nuit, notamment, vous n'avez pas entendu, mais il y avait un café très, très célèbre où il y avait les femmes, justement, qui s'appelait le Tambourin. Et il rentre en relation également avec Picasso. C'est quand même une vie chargée, mouvementée, malgré un handicap, mais qui reflète bien son environnement et son époque. Je suis très attaché parce que c'est très près de ma jeunesse et mes ancêtres ont pratiquement connu, l'ont été marqués par cet homme, et donc l'histoire est venue jusqu'à moi et le type de vie que j'ai eu également. J'ai fréquenté des lieux où qu'il a parfaitement décrit. Et alors, chose extrêmement importante aussi, il a eu une amante et qui a été son modèle, qui s'appelait Suzanne Valadon. J'ai surtout allé voir ce qu'a peint cette femme, c'est extraordinaire. Alors cette femme ne peignait pas, et elle était le modèle de Toulouse-Lautrec. Elle est devenue son amante, très bien, mais surtout il l'a initiée à la peinture. Et il lui a appris la peinture, et ça lui a donné goût. Et vous savez qui c'est, Valadon? C'est la mère de Toulouse-Lautrec. Donc, comme son fils, elle terminera dans l'alcool, mais je vous conseille aussi de... Qu'est-ce que j'ai dit? Maurice Utrio, qu'est-ce que je dis des bêtises là. Vous effacez ce que j'ai dit avant. Son fils est Maurice Utrio, qui lui aussi a peint Paris, a été dans la lignée, je trouve, on retrouve une ligne entre Utrio et Toulouse-Lautrec. Vraiment, c'est des peintres que je vous conseille de découvrir, d'aller voir l'ensemble des tableaux. C'est des peintres post-impressionnistes, donc c'est pas les impressionnistes, c'est autre chose. Par rapport aux impressionnistes, je dirais
qu'il y a le même type de peinture, mais qui inclut dans leur peinture la vie, les hommes, la présence humaine dans leur peinture. Et ce sont des gens tout à fait remarquables. Donc, notre ami Toulouse-Lautrec, il a peint jusqu'au moment, enfin, durant toute sa vie d'ailleurs, il a peint toute sa vie, mais il a été surtout alcoolique durant toute sa vie, avec un goût exacerbé de boire de l'absinthe mélangé à du cognac, il était formellement interdit à l'époque de boire de l'absinthe, mais lui, il n'avait rien trouvé de mieux que sur sa canne d'avoir un pommeau dévissable, et dans l'intérieur de sa canne, il foutait de l'absinthe et du cognac. Bon, moralité, il était bourré toute la journée, ce qui intervenait, parce que l'absinthe a une capacité, c'est d'intervenir sur le cerveau. Bref, alors tout le monde est conscient, notamment sa mère, est consciente de ce que boit son fils, et elle l'interne, elle le fait interner pour qu'on essaye de le sevrer, de l'isoler de l'action de l'absinthe. Bon, on est en 1899, et il a été observé à peu près 1 an ou 2, et là il est mort, ou l'endroit paralysé complètement, et il est mort en 1901. Durant sa carrière, cet homme, qui est peu, parce il a donc vécu, si je me souviens bien, 36 ans, supposons qu'il est né, qu'il ait commencé à peindre à 15 ans, il a peint 275 aquarelles, 369 lithos, 4784 dessins, 737 peintures, soit un total de 6000, grosso, à peu près environ 5000 œuvres. Il a pris 6000 fois une feuille ou une toile pour s'exécuter. Donc, ce qu'il en a fait, il a dû en faire à peu près 150 par jour. Je ne sais pas si vous voyez, c'est fabuleux. Bon, alors, plus ou moins réussi, plus ou moins esquissé, tout ce qu'on veut. Bon, donc, pour résumer tout ça, donc, c'est vraiment un homme qui a aimé Paris, l'endroit où il vivait. Il aimait les femmes de la nuit, c'est certain. Il avait un goût également exacerbé pour le cirque. Il a fait de superbes peintures sur les chevaux, sur les jeux équestres. Il a fréquenté notamment, il décrit, il y a des tableaux extrêmement intéressants, et des écrits également où il parle du cirque d'hiver où j'allais étant enfant, qui n'a pas changé depuis d'ailleurs. Du cirque, un cirque qui était célèbre, que j'ai connu étant enfant, qui s'appelait le cirque Fernando. Donc, qui décrit tout ça. Donc, bon, c'est l'homme qui est présent dans son époque. Alors, pourquoi je vous ai parlé souvent de son truc? Parce que je l'ai croisé très souvent. Tant par ses tableaux que par les écrits, dans les écrits où son nom réapparaissait, car comme j'aimais beaucoup Montmartre, que j'aimais la peinture, que j'aimais Paris à la fin du XXe siècle, l'époque Napoléon III, donc il est toujours présent, on peut pas, c'est chose sans qu'il y ait notre ami Toulouse-Lautrec qui apparaît. Donc il est présent, il a bien décrit son époque, et malgré son handicap qui était sévère, malgré son alcoolisme, ainsi de suite, c'était un témoin fabuleux, et ben moi j'aime ce personnage. Donc je vous conseille d'aller voir tout ce qu'il a peint, ce qu'a peint ceux qui étaient dans son environnement,
c'est un grand moment de plaisir.